Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de l'invité de l'économie. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une consultante en stratégie de développement des entreprises. Son nom, Nathalie Daouda. Avec elle, nous allons nous intéresser aux défis de la mondialisation en matière d'entrepreneuriat en Afrique. Madame Daouda, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous allons d'abord commencer par définir ce qu'on entend par entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la décision consciente de monétiser une bonne idée ou de régler les besoins de personnes, d'une communauté, d'un endroit. En gros, vous détectez un besoin quelque part, vous avez une solution et vous l'échangez contre de l'argent et vous en faites votre métier. C'est ma définition de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde en perpétuel mouvement. Oui. La digitalisation prend de l'avance. Oui. Et en matière d'entrepreneuriat, comment est-ce qu'on peut percevoir la chose ? Alors aujourd'hui, je pense que c'est absolument essentiel d'intégrer la dimension digitalisation dans l'entrepreneuriat pour la simple et bonne raison que, comme j'ai l'habitude de le dire, les frontières aujourd'hui, c'est administratif. On peut être en contact avec des gens à l'autre bout du monde et la digitalisation permet cela. C'est une formidable opportunité et en particulier pour les entrepreneurs africains. Parce que ça permet d'aller au-delà des limites physiques qu'il y a avec les frontières, la monnaie et que sais-je encore. Donc la digitalisation pour moi c'est un vivier. C'est un vivier d'opportunités exceptionnelles pour le continent. Comment en tirer profit en tant qu'entrepreneur ? Alors, il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan. C'est un outil extrêmement puissant et comme toute chose puissante, il faut savoir le contrôler. Donc l'idée, la bonne idée, et puis de se mettre sur Facebook, ça va marcher un temps. Mais ça n'ira pas au-delà de l'anecdotique, en fait, comme on dit, de social media. Voilà, ça n'ira pas au-delà de cela. Il faut avoir un plan et intégrer l'outil de digitalisation en tant que socle, base pour pouvoir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Quand vous parlez de plan, vous parlez du plan d'affaires ou d'un autre plan ? Alors, le plan d'affaires, c'est une première étape pour moi. Le plan d'affaires, c'est purement spéculatif. On se dit, voilà, je vais mettre ça en place et puis je vais faire un plan financier à 2, 3, 5 ans. Et c'est très bien parce que ça donne une idée de ce que l'on peut obtenir. Mais pour moi, ce qui vient derrière et qui est très, très peu fait, voire même pas du tout par les 90% des entreprises qui échouent dès la première année, c'est la feuille de route. Comment on passe de la théorie à la pratique ? Comment on va sur le marché ? Comment on s'intéresse à ceux qui sont censés consommer nos produits pour leur servir ce dont ils ont vraiment besoin ? Comment on s'associe avec les bonnes ressources humaines, matérielles, pour produire de la manière la plus efficace possible, pour servir le plus longtemps possible nos clients qui ont besoin ? Le plan, c'est ça, c'est la feuille de route. Si cette feuille de route est si importante, pourquoi n'en tient-on pas compte ? Parce que c'est difficile. Parce que c'est du travail en plus, c'est un travail ingrat, c'est un travail de test, de remise en question. Un travail payant à la fin ou pas ? Ah oui. Les entreprises les plus solides et celles qui existent depuis le plus longtemps, elles ont des feuilles de route qu'elles revoient en permanence. C'est une bête vivante, la feuille de route. C'est que vous testez vos théories sur le terrain. Qui s'adapte au fur et à mesure. Elle est obligée de s'adapter. Je vous donne un exemple. Vous avez un transporteur, par exemple, ou une société qui a besoin de distribuer ses produits dans une zone particulière. La stratégie, c'est on prend le camion à 7h du matin et puis à 10h, on arrive à tel endroit, c'est livré. Patatras, un incendie, un arbre qui tombe sur la route, qu'est-ce qu'on fait ? Si vous n'avez pas de feuille de route, vous n'avez pas envisagé de plan B, vous n'avez pas de solution de contournement. Donc tant que l'arbre est couché au milieu de la voie, vous ne pouvez pas livrer. Donc vous perdez de l'argent. Vous avez fait un plan, une feuille de route, vous n'êtes pas à l'abri de l'arbre qui va tomber, mais vous avez une autre solution. Vous avez imaginé autre chose. Soit vous avez un autre site qui peut produire, soit vous avez des ressources qui peuvent vous aider à contourner. Vous avez un autre chemin pour le faire. Vous avez la capacité de décaler la production ou la livraison. Vous avez pensé à autre chose. La feuille de route sert à ça. Et qui l'élabore ? Normalement, des gens comme moi, dont c'est le métier, on est des stratèges en entreprise, donc on va prendre le business plan des gens, on va le mâcher, le digérer et travailler avec les gens.
Une feuille de route ne peut pas se faire uniquement avec un spécialiste de la stratégie. Il faut que les personnes qui ont eu l'idée au départ, qui connaissent leurs clients, qui connaissent les besoins, soient impliquées à toutes les étapes pour s'approprier la chose. Ça doit devenir leur ADN, en fait, la feuille de route. Et donc, c'est un travail en commun. Finalement, l'entrepreneuriat en Afrique, comment est-ce que vous le voyez face justement aux défis de la mondialisation? Ils sont nombreux, hein, ces défis. Alors, ils sont nombreux, oui et non. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est déjà de se recentrer sur soi. Connais-toi toi-même. Revenir à soi et se dire, voilà, je dispose de quelles ressources pour pouvoir faire ce que j'ai identifié comme étant une opportunité. Se dire que tout va venir de l'extérieur, c'est une aberration, parce que on dépense un argent qu'on n'a pas, on va sur des solutions qui correspondent à d'autres écosystèmes. Et finalement, sans ressources, ça ne peut pas marcher. Ça dépend des ressources. Je vous prends un exemple, je ne citerai pas de nom, mais il y a une jeune femme que je trouve exceptionnelle dans sa démarche, c'est d'avoir réussi à faire des friandises très occidentale avec notre acajou local. C'est extraordinaire. Parce qu'elle a fait se rencontrer les deux mondes. Elle est dans la mondialisation, cette dame-là. Il y en a d'autres, hein, mais de prendre ce que l'on a à côté de soi, de l'étudier, de l'analyser et de trouver les vertus de ce produit-là et réussir à en faire quelque chose de différent, mais en ayant pris des ressources locales pour le faire, un temps local. Elle a son atelier ici au Bénin. Elle travaille avec des saveurs et des parfums locaux, mais importés aussi. Mais sa matière première, elle est à côté de chez elle. Ça, pour moi, ça, c'est le premier pas vers une mondialisation réussie et un développement, comment je vais dire ça, inclusif. Voilà. Et pour moi, l'avenir de l'entrepreneuriat africain, il passe par ce genre de réflexion-là. Quand vous dites mondialisation réussie, c'est qu'il y a des modèles qui échouent. Et oui. Ces modèles échouent, pourquoi? Pour moi, les modèles échouent parce que le terrain est méconnu. Si cette dame, alors j'en parle, mais je la connais pas plus que ça, hein, je la vois de loin. Si cette dame s'était dit, il faut absolument que je vende en France, elle aurait dû passer la barrière du préjugé par rapport à, tiens, c'est quoi ce produit fait avec une matière première qui n'est pas l'amande? Voilà, c'est bizarre, et puis ça vient d'Afrique, et puis c'est compliqué, et puis on ne connaît pas, voilà. Elle aurait eu à passer toutes ces étapes-là, plus toute la normalisation selon les critères occidentaux. De se dire, je vais trouver mes clients dans mon marché de 300 millions de consommateurs qui sont juste à côté de moi, Nigeria jusqu'au Sénégal, on prend tous ces gens-là, et je vais leur vendre quelque chose qu'ils connaissent, mais présenté différemment. Pour moi, ça, c'est un modèle vertueux. Mais de se dire qu'on va aller coûte que coûte vers l'exportation, vos emballages ne sont pas exactement aux normes de là-bas, l'étiquette, elle n'est pas posée droit, le code barre, ah oui, on a oublié le code barre, on revient en arrière. Vous allez perdre du temps, de l'argent, de l'énergie, dans un écosystème, dans un environnement, dans une culture que vous ne connaissez pas. Il faut en être. Ici, on est dans un écosystème, on connaît les cultures, les habitudes des gens. Et il faut faire mieux avec ce qu'on a. Et pas forcément aller se casser la figure dans des écosystèmes qui sont cohérents entre eux et qui tournent en vase clos depuis très très longtemps. Je dis pas qu'il faut pas y aller. Je dis, mais avant d'aller outre-Atlantique ou outre-mer, il y a les voisins d'à côté qui sont là et qui sont nombreux et qui sont demandeurs. Ils sont demandeurs. Nous sommes tous demandeurs de produits locaux bien présentés. Alors, en dehors des ressources, oui. En dehors des ressources, en termes de défis, oui. La formation. La formation. Alors, je m'entends quand je dis ça. Il y a des compétences, il y a des intelligences locales qui sont complètement pertinentes avec l'environnement local. Cette intelligence de la géographie, elle est là, elle existe, elle est vraie. Maintenant, le savoir-faire, il faut aller le prendre là où il est. Et il faut systématiser la méthode pour pouvoir en tirer un meilleur profit à grande échelle. Exemple tout bête, si depuis la nuit des temps, le beurre de karité, on l'extrait en tapant dessus, je ne sais pas comment on fait, mais peut-être que
en apprenant, en allant voir comment d'autres personnes font l'extraction du beurre d'amande ou du beurre de je ne sais trop quoi. On peut l'adapter. On peut l'adapter sans perdre ce qu'on a, mais en améliorant les choses, en prenant des apports qui viennent de gauche et droite. Se former, accepter de se remettre en question, sortir un peu de soi et regarder ce qu'on fait et voir si ça peut être perfectible ou pas. C'est de ça dont je parle, c'est de cette formation-là dont je parle. C'est pas renier ce qu'on est, c'est agglomérer les savoirs pour en fabriquer de nouveaux. Alors, j'ai envie d'entreprendre, Madame Nathalie Daouda. J'ai les ressources qu'il faut. Oui. J'ai la formation qu'il faut. Oui. Est-ce que je suis apte à affronter les défis de la mondialisation? C'est pas mal. Oui. C'est un bon début, c'est une bonne base. Ce qui va venir par-dessus, c'est le courage, ou l'envie, ou la ténacité. Voilà. Il faut être têtu longtemps pour y arriver, parce que les obstacles ne vont pas manquer, les arbres vont tomber sur leur voie, les gens ne comprendront pas ce que vous voulez faire, vous allez vous fatiguer. Voilà, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a une baguette magique pour surmonter tout ça? C'est quoi la formule? Il faut avoir foi en soi, en son idée. Il faut croire avec ferveur qu'on a quelque chose qui va vraiment apporter de la valeur aux gens. Je pense que ce qui doit nous tirer, c'est le consommateur qui, au bout, est en train d'être satisfait. Tant que lui est satisfait, on est sur la bonne voie. Et les obstacles, ça fait partie du jeu. Finalement, comment est-ce que vous voyez l'entrepreneuriat dans 10 ans, dans 20 ans en Afrique? Pour moi, je pense que c'est le salut, c'est la voie du salut. On a 75%, presque 80% de la population subsaharienne qui a moins de 30 ans. Elle ne sera pas employée dans des bureaux, dans un modèle tel qu'on le connaît aujourd'hui, bureaucratique, administratif, l'employé salarié à vie, d'une part, et d'autre part, la population et les opportunités qu'il y a sur le continent sont telles que l'entrepreneuriat, c'est la voie du salut. Et c'est quelque chose qu'il faut... Alors, c'est encouragé, hein, je ne dis pas, mais c'est quelque chose qu'il faut protéger. Parce que pour l'instant, c'est encouragé, mais pas protégé. Et qu'est-ce que vous mettez dans protéger? Très rapidement. Très rapidement, l'environnement fiscal n'est pas terrible. L'environnement monétaire n'est pas terrible. On n'a pas les outils qui nous permettent d'être efficaces. Les infrastructures, les tracasseries administratives, douanières, etc. Tous ces éléments-là sont des éléments qui apportent un stress sur l'entrepreneur qui n'a pas de raison d'être. Si on protège l'entrepreneuriat, on fait disparaître ces tracasseries-là et on dégage le chemin. Merci beaucoup. Merci à vous, Nathalie Daouda. Je rappelle que vous êtes consultante en stratégie de développement des entreprises, mais également vous êtes à la tête d'un forum qui sera organisé les 16 et 17 juillet à Cotonou, un forum qui portera sur l'entrepreneuriat des femmes, des jeunes et des diasporas, les défis de la mondialisation. Merci d'avoir accepté l'invitation de SICA et à très bientôt. À bientôt.